J'en tire du reste mon seul conseil, pour ceux que ce phénomène intéresse, ne prenez jamais un article de journal grand public comme référence documentaire valable. Remontez aux documents qui sont à la source. Tous ceux qui ont été en position de comparer ce qu'ils savent d'un phénomène technique ou complexe et la matière dont les faits sont généralement rapportés dans la presse me comprennent sûrement. Enfin, il faut savoir que tous les contre-arguments qui se placent sur le terrain de la science sont connus depuis bien longtemps des scientifiques compétents, puisqu'ils sont précisément examinés et discutés dans tous les rapports d'évaluation. En conclusion, une personne qui n'est pas un scientifique travaillant directement sur le sujet, ce qui est mon cas, je n'ai fait que lire une bonne partie des rapports et rencontrer une petite partie des scientifiques travaillant sur le sujet, n'est pas capable de porter un jugement technique sur un domaine qu'il ne connaît pas. Je ne me permettrai pas de juger du sérieux des mesures qui ont été faites sur des carottes de glace. Sur quelle base pourrais-je le faire? Tout au plus, pouvons-nous nous poser ces deux questions simples mais essentielles. Plusieurs milliers de scientifiques de haut niveau, parfaitement respectés par ailleurs, ils comportent des académiciens de très nombreux pays par exemple, ont-ils des raisons particulières de nous raconter sciemment des salades à l'occasion d'un tel cas de figure? C'est doublement improbable. Les résultats sur lesquels ils s'appuient sont particulièrement admis dans d'autres cadres. Il n'y aurait pas de mobile au crime. L'argument de crier au loup pour avoir des crédits de recherche, entendu parfois, peut sembler recevable a priori, mais il se trouve qu'en Europe, c'est exactement le contraire qui se produit. Plus le dossier semble solide et plus la puissance publique a tendance à considérer qu'on en sait assez comme ça et que c'est pas la peine de financer d'autres recherches. Et aux États-Unis, avec le gouvernement actuel, ce seraient probablement plus les scientifiques qui cherchent à remettre le dossier en cause qui auraient des facilités financières. Au surplus, cet argument pourrait éventuellement fonctionner pour quelques personnes, mais que des milliers de chercheurs qui sont des gens assez honnêtes par nature, issus de dizaines de disciplines différentes, aient cette même idée en tête en même temps semble totalement improbable. En tout cas, spéculer là-dessus pour penser que nous n'avons pas à nous faire de soucis est un pari que je ne prendrai pas. Que risque-t-on à ne pas les croire? On risque d'y laisser une planète confortable et la peau d'une fraction de nos descendants, ce qui n'est pas rien. Comment évoluent actuellement les émissions de gaz à effet de serre? Depuis que Denis Papin et James Watt nous ont fait découvrir les joies de la machine à vapeur, la croissance de la production industrielle qui en volume augmente sans discontinuer depuis cette époque, la dématérialisation n'étant qu'un terme à la mode, les émissions de CO2, les principales gaz à effet de serre d'origine humaine, augmentent, et non seulement elles augmentent, mais elles ont même tendance à augmenter de plus en plus vite, comme on peut facilement le constater ci-dessus. Évolution constatée des émissions mondiales du seul CO2 provenant des combustibles fossiles en millions de tonnes de carbone. Le lien entre le développement industriel et les émissions de CO2 est manifeste, et fonctionne dans les deux sens. La récession qui a frappé les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin a engendré une baisse massive de leurs émissions. Eastern Europe sur le graphique. Décidément, il y a une observation intéressante à faire à partir du graphique ci-dessus. Les seules occasions de diminution des émissions de gaz à effet de serre nous ont été fournies par des événements peu agréables, les guerres, les récessions. Une conclusion élémentaire de cette remarque est que dans un monde fini, avec des émissions qui ne peuvent donc pas croître indéfiniment, si nous ne mettons pas en œuvre un programme volontaire de décroissance des émissions, c'est la finitude du monde qui s'en chargera à notre place à travers une ou plusieurs catastrophes. Le lien entre degré d'avancement industriel et niveau des émissions est naturellement très fort. Ainsi, si l'on répartit les émissions mondiales de CO2 entre les pays développés, qui sont aussi ceux qui ont pris un engagement de réduction au titre du protocole de Kyoto, dans le langage du protocole, la liste de ces pays s'appelle l'annexe 1, et pays en développement qui n'en ont pas, il est facile de constater que l'essentiel des émissions mondiales en 1990 vient des pays industrialisés, qui ne représentent pourtant que 1 milliard d'êtres humains. Les pays en cours d'industrialisation ont cependant des émissions en hausse plus rapides, et ils ont ainsi une croissance économique plus forte, avec pour conséquence que tendanciellement, les pays en développement rattraperont les pays développés en 2020. Il est à noter d'ailleurs que les émissions de la Chine ont rattrapé les émissions des États-Unis dernièrement. Sur cette courbe, on voit les émissions de carbone dans le monde en millions de tonnes d'équivalent carbone. L'annexe 1 désigne l'ensemble des pays qui ont pris un engagement de réduction dans le cadre du protocole de Kyoto. Il s'agit des pays développés ou en transition, pays de l'Europe, pays de l'Est essentiellement. Annexe 2 désigne les pays signataires du protocole de Kyoto mais qui n'ont pas pris d'engagement de réduction. Essentiellement les pays du tiers-monde, dont la Chine, premier consommateur mondial de charbon.
L'examen des sources de CO2 fossiles explique facilement cette situation. En effet, ce gaz est émis là où nous brûlons du charbon, du gaz et du pétrole, et cela signifie souvent une application industrielle ou du moins de la civilisation industrielle, car une voiture ou un chauffage central au gaz en font assurément partie. Sur ce graphique, on voit la répartition par activité des émissions de CO2 seules dans le monde en 2004, source GIEC. On remarque que la première source mondiale est la production d'électricité. On comprend alors, compte tenu des niveaux de réduction qu'il serait souhaitable d'atteindre, si l'on veut sérieusement se préoccuper du phénomène, que le combat contre l'effet de serre sera plus facilement gagné si on ne refuse pas le recours au nucléaire. En regardant le graphique ci-dessus, nous pouvons être tentés de penser que l'essentiel du problème vient des entreprises. Après tout, ce sont elles qui produisent l'électricité, possèdent des raffineries, opèrent des industries et une partie des moyens de transport. Mais une autre lecture, intéressante assurément, peut être proposée si l'électricité est imputée au secteur qui la consomme. Sur ce graphique, on voit la répartition par activité des émissions de CO2 seules dans le monde en 1999. Source Agence internationale de l'énergie, en imputant l'électricité au secteur de consommation. Surprise, les bâtiments font jeu égal avec l'industrie. La consommation d'énergie dans les bâtiments, et en particulier dans les logements, est donc un enjeu majeur pour la lutte contre le changement climatique. Mais le CO2 d'origine fossile ne représente pas l'intégralité du problème. Une partie des effets de serre d'origine humaine vient d'autres gaz, dont la contribution n'est pas totalement marginale. Voici les émissions mondiales pour les divers gaz à effet de serre en 2000, excepté l'ozone, en milliards de tonnes, équivalent CO2. Les gaz hors CO2 liés à l'usage de l'énergie représentent environ 40% du problème. Source GIEC 2007. Les émissions des autres gaz concernent le CO2 lié à la déforestation, souvent rangé dans la catégorie changement d'utilisation des sols, parce que, en pratique, le changement d'utilisation des sols qui engendre des émissions de CO2 significatives est la déforestation. La plupart du bois coupé et brûlé. L'exploitation forestière ne représente qu'une partie très faible du bois coupé, même si les forestiers créent des chemins qui vont ensuite utilisés par les paysans locaux qui défrichent le reste, ce qui conduit à des émissions de CO2. Puis le sol libère du CO2 additionnel lorsqu'il est labouré. Le labourage expose l'humus à l'air, ce qui conduit à une oxydation accélérée du carbone du sol. Du méthane et du protoxyde d'azote qui sont très liés à la production agricole, en croissance à cause de la croissance démographique d'une part et de l'augmentation de la part animale dans les rations alimentaires d'autre part, ce qui nécessite plus de surface agricole, des halocarbures dont l'usage est très lié à la chaîne du froid, en croissance, ou à l'industrie des semi-conducteurs, en croissance également. Si nous jouons maintenant un petit jeu qui consiste à affecter à chaque usage les émissions qui le concernent, alors la situation au plan mondial se présente un peu comme suit. Voici la répartition approximative par activité des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2004, tout gaz pris en compte, et l'électricité étant imputée au secteur qui la concerne. Compilation personnelle réalisée à partir des chiffres du GIEC. Ce dernier camembert indique clairement que la responsabilité est très diluée, et surtout que l'alimentation et les bâtiments sont des contributeurs égaux, voire supérieurs, à l'industrie et au transport. Rien n'est simple. Tous les pays sont-ils égaux ? Le niveau des émissions de gaz à effet de serre et la répartition par activité de ces émissions est bien sûr très variable d'un pays à un autre, selon la richesse globale, le mode de production d'électricité, le régime alimentaire et le stade de l'industrialisation. Voici la répartition par activité des émissions de CO2 pour un pays développé, les USA. L'électricité est imputée au secteur qui la consomme. Le bâtiment est la première source dans le monde, avec l'électricité qui lui correspond, faite pour l'essentiel dans le monde avec les combustibles fossiles. Voici la répartition par activité des émissions de CO2 seul pour un pays en cours d'industrialisation, la Chine. L'électricité est imputée au secteur qui la consomme. On note la part prépondérante de l'industrie et la part très mineure des transports. Ça roule en vélo là-bas. Nous pouvons ensuite disposer d'émissions par pays. Et si les pays à population importante ont des émissions par tête bien inférieures à ce qu'elles sont pour les pays industrialisés, ils fournissent néanmoins une large partie des émissions mondiales à cause de leur démographie. Voici les émissions de gaz à effet de serre sans prise en compte des puits en milliers de tonnes d'équivalent pétrole pour la majorité des pays, de l'annexe 1 plus la Chine. On remarque que les pays de l'Est ont tous baissé leurs émissions de manière importante, essentiellement à cause de la récession intervenue dans ces pays. La croissance économique et la lutte contre les changements climatiques sont-ils compatibles ? C'est une question qu'on est en train de se poser. Cependant, les émissions par habitant suivent une hiérarchie fort différente,
Et s'il est un fait qui ne surprendra personne, à savoir que les émissions et développement économique vont plus ou moins de pair, ce classement révèle une surprise. Au sein des pays du G7, les émissions par tête varient d'un facteur 3 entre les pays les plus vertueux et ceux qui le sont moins.